Bonsoir à tous et merci d'être encore très nombreux et présents pour cette table ronde consacrée à la joie. On va essayer d'être à la hauteur du thème. Donc je suis très heureux de vous présenter les trois intervenants qui vont avoir des regards différents sur le sujet, mais c'est ce qui est chouette. De confronter les points de vue, d'essayer de nourrir la réflexion. Vous aurez évidemment la parole dans une deuxième partie de rencontre. Donc, à ma droite, Pierre Marin. Bonsoir. Qui est philosophe, enseignante, écrivaine, et qui a publié il y a quelques mois déjà, ce livre, Les débuts, par où commencer, qui interroge aussi, d'une certaine manière, la question de la joie, de ce recommencement permanent. Est-ce que c'est par le recommencement que la joie peut advenir ou pas? Enfin, on en parlera. On aura aussi besoin de la philosophe pour nous définir ce qu'est la joie, ce qui la distingue du bonheur peut-être. À ma gauche, Horatica, bonsoir. Comédienne. Qui est alors comédienne, donc qui nous racontera aussi peut-être comment on peut essayer de provoquer la joie, comment on peut, c'est votre métier aussi de le faire. Mais aussi ce livre que j'avais beaucoup aimé quand il était sorti il y a quelques années, c'est 2017. Ouais, 2017. Mon ciel est ma terre, qui est l'histoire de votre relation avec votre mère. Et pour le coup, il est question de joie, beaucoup. Comment est-ce qu'un enfant peut essayer d'apporter la joie à sa mère? Comment parfois ça s'inverse dans la relation filiale? En tout cas, ce sera des choses qu'on va peut-être essayer de discuter ensemble. Et puis Luc Jacquet est avec nous également, cinéaste, scientifique. Nous a-t-il dit tout à l'heure lors de la projection de son très beau film. Voyage au pôle Sud, c'est le titre du film, qui est, non, c'est pas la suite de La Marche de l'Empereur, mais je sais que comment générer l'inverse de la joie. Je vais vous laisser là. Non, c'est un très beau film qu'on a vu tout à l'heure, j'espère que des gens qui étaient là l'ont vu. C'est un film esthétiquement très beau et sur le fond qui raconte beaucoup de notre rapport au vivant. Et j'étais très heureux à un moment donné de voir le mot joie surgir sur l'écran. À un moment donné, il dira ce qu'il a rendu en joie dans un territoire pourtant plutôt hostile à la présence humaine. Je me tourne vers la philosophe pour commencer. Vous pouvez nous aider un petit peu à définir tout ça? Comment est-ce que vous distinguez la joie du bonheur, du plaisir? Qu'est-ce que la philosophie dit de la joie? Est-ce qu'elle en parle? Alors ça va dépendre complètement des philosophes. Il y en a qui n'en parlent pas du tout. C'est d'ailleurs plutôt sur cela que je travaille d'habitude. Mais disons que le bonheur est censé être un état durable, là où le plaisir est censé être beaucoup plus éphémère. Mais moi, la définition que j'aime beaucoup, c'est celle de Bergson sur la joie, qui dit que la joie est finalement le sentiment qui nous enseigne qu'on est en train de faire quelque chose qui coïncide avec un besoin personnel presque vital en fait. Donc il parle de la joie créatrice, quelle que soit la création, d'avoir un enfant à faire une œuvre d'art, en passant par avoir une entreprise. Enfin, il balaye tous les domaines. Et moi j'aime bien cette idée que la joie est reliée aussi à un geste, à une production, quelle qu'elle soit, ou à une relation qui est créatrice. Alors on verra parce que la joie peut être aussi purement contemplative chez Luc Jacquet, mais ça on en parlera dans un instant. Horatica, comment vous entendez ça, vous, cette définition de la joie? Est-ce que vous aviez déjà pensé, réfléchi à ce que peut être la joie? Non, pas comme partenaire. Mais la joie pour moi, c'est quelque chose dans l'instant, et qui, oui, c'est un plaisir intense dans l'instant. Après, quand je pense par rapport au travail, dans le travail en tournage, quand on doit incarner la joie, ça va être... je me souviens d'un film où justement, je trouvais que c'est un personnage qui devait beaucoup incarner la joie, et dans chaque prise, je pensais au soleil. Et c'était quelque chose qui me permettait de me raccrocher à ce personnage et à la joie du personnage. Alors c'est pas forcément le soleil pour d'autres personnes, mais en tout cas c'est s'accrocher à quelque chose qui va nous illuminer. Donc on peut feindre la joie. C'est votre métier. Oui, un petit peu. En tout cas y croire.
l'espace entre action et coupé. Oui, on va revenir un peu là-dessus. Luc, Jacquet, donc, est-ce que vous pouvez nous décrire la scène du film au moment de laquelle vous évoquez votre joie, pour le coup purement contemplative, même si elle suit une action pour le coup très physique, puisqu'il s'agit d'aller très 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 loin vers le pôle. Je suis super embarrassé là. Vous en souvenez plus? C'est quand vous voyez la naissance pour la première fois. Ouais, c'est vrai que c'est assez rigolo. Mais je le prends, c'est plus une joie prise presque en autodérision, parce que effectivement, dans une scène du film, donc, on descend tout doucement, attiré par le continent magnétique, attiré par ce pôle austral qui nous attire un peu comme des lucioles. Et comme tu le mentionnais, moi j'ai été biologiste, j'ai été scientifique. Et pendant très longtemps, j'ai été obsédé par une bestiole. Alors, on a les obsessions qu'on peut. Hein. Moi, c'est une bestiole qui s'appelle le léopard de mer, qui est un animal assez étonnant. C'est un gros phoque prédateur avec une gueule très reptilienne comme ça, et qui est sublimement beau quand il est dans l'eau. Voilà. Mon premier projet de documentaire, quand je suis passé de la science à l'exercice audiovisuel, c'était sur le léopard de mer. Et c'est une bestiole, comme beaucoup d'animaux en Antarctique, qui sont très difficiles à trouver, parce qu'elles vivent dans des espaces qui sont ce néant bizarre à la frontière entre la mer et la glace, se reproduisent dans des endroits incroyables. Et cette année, donc 30 ans après avoir voulu faire quelque chose sur ce léopard de mer, j'ai vu un bébé léopard de mer. Alors, vous avez le droit de vous marrer. Mais pour moi, c'était quelque chose d'incroyable, parce que c'était de manière complètement inattendue, comme ça, une espèce de cadeau de la vie. Et je crois qu'effectivement, je dis, c'est là où je trouve ma joie, effectivement, dans ces choses aussi petites, mais aussi profondes, finalement. Non, mais j'ai envie de rebondir, parce que je trouve que la joie, en fait, c'est un sentiment très pur. Il y a quelque chose de, oui, en effet, voir un nouveau-né. C'est sur des moments, et pour moi, c'est un sentiment très très pur et donc très. Et pas trop intellectualisé, c'est ça? Oui. Partagé? Oui, bien sûr, c'est de l'ordre du ressenti et pas du tout de l'abstraction, de la réflexion. C'est pour ça que les philosophes ne travaillent pas tellement dessus. Si, il y en a qui ont dû le faire. Je ne veux pas vous faire sécher les uns les autres, ça s'appelle Non, mais après, parfois, c'est mal vu, la joie ou le sourire. C'est mal vu. Ah, et pourquoi? Mais je sais pas, je trouve que parfois dans les milieux intellectuels, c'est mieux vu de faire un peu la gueule. Le pessimisme, voilà. Oui, sérieux tout le temps. Ouais. C'est comme au César, où dans les prix, les comédies sont mal vues. Enfin, vous voyez, le plaisir, la joie, le bonheur, c'est moins chic. Ou dans le film qui a eu la Palme d'Or, c'était l'année d'avant. Titan. Non, pas du tout. De Ruben Östlund. Ah, d'accord. Au début, il y a toute une série ils font de la pub pour des fringues, et ils disent plus c'est chic, plus les gens doivent faire la gueule sur les pubs. Donc vous voyez, la joie n'est pas tout le temps bien vue. Alors j'aimerais qu'on parle. C'est chic. On peut parler de ce livre peut-être, non? Bien sûr. Est-ce que je me trompe si je me dis que j'y ai lu une petite fille qui tente d'apporter de la joie à sa mère qui en manque? Moi, je ne l'ai pas vu comme ça, mais c'est bien. Mais pourquoi pas. Oui, c'est une petite fille oui, c'est vrai, parfois. Mais qui se retrouve à cette place-là, bien malgré elle, de se retrouver un peu la maman de sa maman, et qui, du coup, qui se met dans une position qui doit être le contraire, mais oui, qui essaie de la réconforter ou de la rassurer parfois, oui. Dans votre livre, clairement, les débuts, peut-être pouvez-vous nous résumer rapidement le principe, aussi votre approche de ce livre, parce que je crois peut-être que gisent aussi à l'intérieur de ça des ressorts de joie. Est-ce que la joie ne naît pas aussi du recommencement permanent, de la découverte, de cette vie qui recommence? Parce que le principe du livre, le point de départ du livre, c'est de dire que finalement, la vie ne cesse de se recommencer par les accidents de la vie, par les expériences, par les destinées qui peuvent être inenvisagées au départ. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est aussi un petit peu un ressort de cette joie qui nous intéresse ce soir? Bah oui, il y a une joie qui est celle des débuts, une intensité des débuts vers laquelle on essaye souvent de revenir, parfois dans l'illusion rétrospective. Il est possible que ces débuts n'aient pas été si joyeux, ou qu'on
espèce de tendance à ne se souvenir que des débuts joyeux. Il y en a qui sont douloureux, difficiles, laborieux et très lents. Mais souvent, ceux qu'on aime se rappeler, c'est ceux qui ont cette teneur-là en joie, si on peut dire. Et l'idée, alors je n'avais pas placé en écrivant ce livre sous la seule bannière de la joie, c'est pas mon genre. Mais effectivement, il y a quelque chose de cet ordre, c'est-à-dire notamment dans les moments où on pense que des joies très fortes, des sentiments intenses sont derrière nous. C'est toujours assez émouvant, troublant et revigorant, comme vous l'avez dit, de vivre des joies dont on pensait que désormais elles faisaient partie du passé. Ça veut dire que la joie est porteuse aussi de nostalgie? Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de rester dans la nostalgie, qu'il peut y avoir des joies neuves, y compris pour des choses qu'on a déjà faites. Souvent on pense que recommencer ou refaire ou répéter, c'est amoindrir, c'est émousser, ça sera forcément moins fort, moins intense. Et en fait, la répétition, elle a deux fonctions. Soit effectivement, d'une certaine manière, on fait les choses de manière automatique et on arrête d'habiter le geste à force de le répéter. Soit répéter, c'est pour faire toujours mieux. Enfin, quand on s'entraîne, quand un acteur, j'imagine, un musicien, c'est pour aller toujours vers quelque chose qu'on imagine comme l'expression où le geste est parfait. Donc en réalité, la répétition, ça a quelque chose qui peut reproduire quelque chose de connu et qui pourtant va nous surprendre par l'intensité du sentiment que ça produit. Et là, on est exactement chez Luc Jacquet. Combien de fois vous êtes allé au Pôle Sud? Au Pôle Sud, je ne sais plus en fait. Ce que je sais, c'est que j'ai passé à peu près 3 ans et demi. À un moment, j'ai compté un peu sur mes doigts. En cumulé, mais j'ai eu la chance d'y passer un grand moment quand j'ai commencé là-bas. J'ai passé 14 mois et c'est vrai que je crois que c'est un privilège que d'arriver à être dans la société dans laquelle on vit, être statique et regarder passer les éléments comme ça pendant aussi longtemps. Alors non, c'était forcé parce qu'on était coincé sur une île, le bateau nous a posé et il est revenu nous chercher plus d'un an après. Mais c'est vrai que ça donne un regard sur le monde qui s'apparente finalement à ce que les astronautes racontent. Ils appellent ça l'overview effect, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à vous dire que quand ils sont dans les stations spatiales, qu'ils voient la Terre comme ça qui flotte dans le néant, on pourrait dire, ils sont pris d'une envie de l'embrasser d'une certaine manière, d'en prendre soin. Et on ressent ça en Antarctique. On a un peu le sentiment d'être sur le balcon du monde. Et pour le coup, je trouve que ce sentiment de détachement, de plénitude, il amène à cette notion de joie. Bon, c'est toujours très impressionnant de disserter sur un terme à côté des philosophes, mais moi j'ai l'impression que c'est irrépressible la joie. Et il faut être disponible pour recevoir de la joie. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le dur, si j'ose dire, c'est difficile d'être dans la joie. Et j'ai aimé ton image du soleil qui arrive, ce truc qui monte et qu'on a envie de saisir et qui est tellement précieux aujourd'hui, qui est aussi fugace d'une certaine manière. Et j'ai l'impression que je pense à l'instant au titre de Giono, que ma joie demeure. Quel bon titre. Vous connaissez ça par cœur ici, on n'est pas loin des collines de Giono, mais que ma joie demeure, quel titre finalement, puisque cette dimension éphémère qu'on est en train d'approcher là, ce sentiment que tout ça va passer, ce rayon de soleil, cet instant de lumière que nous, cinéastes, on essaye de saisir ou de reproduire parce qu'il nous procure une émotion considérable, parce qu'il est inattendu par rapport dans un état d'âme particulier, on a envie de le garder. Et malheureusement, la vie est faite de sorte qu'il nous échappe toujours et que ma joie demeure est un souhait, le plus beau souhait peut-être qu'on puisse faire. C'est amusant parce qu'en voyant votre film cet après-midi, j'ai pensé à Que ma joie demeure. Parce qu'il y a cette idée que c'est aussi dans le dépouillement, dans la simplicité, dans l'observation que peut naître des sentiments très profonds de joie pour le coup. Oui, parce que je crois que la joie est quelque chose qu'on ne vous impose pas. Moi, c'est quelque chose que je cherche beaucoup dans mon métier, c'est-à-dire aller à la simplicité des choses. J'aime cette démarche des philosophies japonaises qui vont essayer de se débrouiller pour aller chercher l'essentiel. Ça sera un autre débat que je ne vous dirai pas là, mais effectivement, je crois qu'on
on cherche ça, et au moment où on le trouve, c'est Or, comment vous avez entendu ce que disait Claire sur la répétition? Parce que vous avez fait du théâtre, vous en faites peut-être encore régulièrement. Cette idée de recommencer tout le temps la même chose, est-ce que ça émousse la joie? Ou est-ce que ça la décuple? Ou est-ce que ça la change de place? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est très différent du cinéma. Et je trouve que la répétition au théâtre, quand on fait une tournée par exemple, qu'on joue la pièce des dizaines de fois, est-ce qu'il y a un moment donné où on se trouve la joie à des endroits différents à chaque fois? Est-ce que c'est quelque chose qui existe chez un comédien? Là, vous parlez de la joie d'interpréter ou des moments de grâce qu'on a en interprétant. Oui. Oui, c'est-à-dire qu'on va retrouver, on sait pas, en effet, elle ne va pas réapparaître forcément au même endroit. Parfois, ça va être la joie d'avoir compris quelque chose de plus du personnage, d'avoir interprété une scène un peu différemment, et puis d'avoir bougé quelque chose un petit peu, et on découvre autre chose du texte. Parfois, c'est la joie d'avoir pu réprimer un fou rire. Parfois, il y a des joies très différentes, mais en effet, la répétition, malgré la fatigue, la répétition, etc., il y a toujours une joie qui naît et qui n'est pas forcément au même endroit. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est comme, par exemple, techniquement, quand dans une scène on doit rire, c'est quelque chose de technique, c'est quelque chose qu'on fait partir du ventre, et puis en le faisant, et plus on le fait, plus on a envie de rire pour de vrai, et donc on peut créer de la joie par la technique aussi. Comment l'enseignante, pour le coup, je me tourne plutôt vers l'enseignante de philosophie, est-ce qu'il y a où se situe la joie de l'enseignement, si elle existe? Oui, elle existe. D'abord, on commence par la feindre, parce qu'il faut se lever tôt pendant des années. Il faut corriger beaucoup de copies. Oui, mais surtout, devant une classe, il faut arriver joyeux. Il faut arriver avec de l'entrain et du dynamisme. Donc, même si on est arrivé épuisé, je crois que... C'est le lien avec les comédiens aussi. Oui, non, mais il y a vraiment ça, parce que si on arrive complètement épuisé, il ne va rien se passer, quoi. Tout de suite, on va les perdre. Donc, il faut être dans cette dynamique-là. Et après, les joies, parfois, elles arrivent plus tard. Quand on revoit les étudiants, 6 mois, 2 ans, 10 ans plus tard, ça, c'est des vraies joies. Quand les récits sont heureux, mais souvent, s'ils reviennent nous voir, c'est qu'ils sont assez fiers de ce qu'ils ont fait comme parcours. Donc, ça, c'est vraiment des moments très, très émouvants. Et puis les moments de réussite, à des concours, à des examens, souvent on les accompagne. Donc, ça, c'est des joies. En fait, c'est des joies partagées. C'est pas la satisfaction de faire un bon cours, mais c'est que quelque chose soit compris, soit transmis. C'est là qu'il y a de la joie pédagogique. Bonjour les hirondelles. Est-ce que la joie, Luc Jacquet, elle ne naît pas aussi de l'imprévu? Parce que si je vous pose la question, c'est qu'on vit de plus en plus dans un monde, pour le coup, où l'imprévu est repoussé, rejeté. L'intelligence artificielle fait qu'on ne se perd plus jamais dans les rues. On est en permanence, on sait où on est en permanence. Est-ce que ça ne nous éloigne pas un peu de ce sentiment assez enfantin, peut-être? Ce sentiment un peu juvénile que peut être la joie? Et je pose la question à vous qui, pour le coup, êtes allés vers des endroits où on peut se perdre. Oui, j'ai l'impression qu'on dit toujours un petit peu la même chose de manière différente, c'est-à-dire que moi je me suis beaucoup intéressé aussi à l'évolution. D'où vient-on vous avez des grottes ornées sublimes, pas très loin d'ici, la grotte Chauvet évidemment, où on interroge notre rapport à qui étions-nous il y a 38 000 ans, qui étions-nous il y a 18 000 ans, et la manière dont on l'a représenté d'une certaine manière, quoi. Et je dis ça parce que je pense qu'aujourd'hui, on a réussi à repousser l'imprévu toujours plus loin. C'est-à-dire que le modèle itinérant, nomade, c'était je suis complètement libre, mais je ne suis pas sûr que je vais manger demain, parce que je ne suis pas sûr de trouver du gibier, ou je ne suis pas sûr de trouver un endroit safe pour... et peut-être qu'il n'y aura pas de demain. Et je crois que l'humanité n'a eu de cesse que de vouloir prévoir, et de se dire, demain je vais manger, demain je vais pouvoir élever mes enfants, ils vont pouvoir à leur tour faire des enfants, etc. etc. Et j'ai l'impression que
aujourd'hui, on ira sans doute plus loin, mais on culmine, parce qu'on est capable d'être à la seconde. On prévoyait à la saison, ça va être la saison de la chasse, ça va être la belle saison, ça va être la saison d'hiver, etc. Et là on culmine dans la prévision. Et c'est vrai que se décaler, c'est retrouver de l'imprévu, et je pense qu'on est fait pour l'imprévu. Parce que justement, l'imprévu peut nous amener de la souffrance, ça se passe mal, on est pris dans la tourmente, ou quoi que ce soit. Mais du coup, le fait d'être dans cet imprévu nous évite l'érosion, la répétition, les choses toujours vues, etc. Et moi, je me fais la remarque, des fois, on finit par consommer du paysage, c'est-à-dire rendre les choses extraordinaires banales. Et l'imprévu nous sort de ça, c'est-à-dire, j'ai l'impression qu'en tant qu'humain, on a cette capacité à éroder, à poncer les choses pour les rendre justement prévisibles, domestiques. Et aller dans ces endroits-là, c'est se resoumettre finalement à la loterie du destin, de la météo, etc. Et c'est vrai que ça j'allais dire, ça rafraîchit, vous allez pas aimer. En tout cas, ça fait du bien. Ça réhumanise. Merci. Ouais. Or, est-ce que vous aimez, vous, aller aussi chercher, pour le coup, l'imprévu, aller vers des sentiers pas du tout balisés, aller faire des choses que vous n'auriez jamais imaginé faire? Je parle de votre métier, bien sûr, on va pas parler d'intimité. Vas-y, je crois qu'on allait parler des vacances. Vous pouvez parler de tout ce que vous voulez. Justement, non, mais parce que je trouve qu'il y a une différence entre partir en vacances et partir en voyage. Partir en vacances, c'est aller dans un endroit, se poser, se reposer. Partir en voyage, c'est partir dans un endroit et partir un peu à l'aventure, à l'imprévu. Et je trouve que c'est ça ça reprend ce que disait Luc, mais c'est des surprises qui réveillent un peu les sens et qui... On se souvient plus dans un voyage du soir de Noël où on s'est retrouvé à manger dans un petit boui-boui au Vietnam sur un trottoir que du palace 5 étoiles. Enfin, c'est plus dans les choses imprévues, je trouve, qui sont plus marquantes que les choses trop formatées ou trop et alors, est-ce que dans votre travail, vous cherchez ça? De quoi, l'imprévu? Oui. Bah oui, parce que par Vous avez exemple... déjà accepté des rôles sans savoir quasiment rien du rôle, aller vers des premiers films de quelqu'un que vous connaissiez à peine, parce que tout à coup il y avait un lieu qui vous intéressait. Vous voyez Alors c'est pas pour un lieu de tournage, mais ça va être pour... une rencontre. C'est plus, oui, des premiers films, bien sûr, j'en ai fait plusieurs. C'est le scénario qui va me plaire, ou le personnage, les partenaires, et puis peut-être le court-métrage du réalisateur ou de la réalisatrice. Après, dans le jeu, on cherche l'imprévu parce que moi, ce que j'adore, c'est m'appuyer sur le jeu de mon partenaire. C'est-à-dire que s'il me répond d'une façon ou d'une autre, moi, je ne vais pas réagir de la même façon. Et donc, c'est ça qui va provoquer de l'imprévu et des accidents et quelque chose d'intéressant, comme dans la vraie vie. Si chacun récite son texte ou on fait toujours la même chose, de s'appuyer sur l'autre, déjà, ça permet d'oublier son ego, mais aussi de provoquer des choses différentes dans le jeu. Enfin, là, on s'éloigne de la joie. Non, mais c'est pas grave. Mais pour autant, dans votre métier, on n'a pas immédiatement en tête l'idée que l'imprévu est présent. On a plutôt l'impression que tout est écrit, que c'est répété, que c'est quelque chose de pensé par quelqu'un d'autre que vous. Oui, tout est écrit, mais dans une scène, bonjour, comment ça va, super, je suis un peu fatiguée, j'ai mal dormi cette nuit, il y a 15 000 façons de le jouer. Et même si on dit, toi t'es énervé, toi t'es triste, il y a 15 000 façons d'être énervé, 15 000 façons d'être triste. Donc, suivant comment l'autre va me jouer le début de la scène, moi, je ne vais pas forcément réagir de la même façon. Et donc, c'est ça on va trouver des nuances. Et c'est une joie de découvrir des choses ou de faire vivre des choses, aussi éphémères soient-elles, l'espace d'un instant, et dire, ah, tiens, je ne pensais pas que j'aurais joué comme ça, c'est intéressant. Question difficile, est-ce que la joie, c'est un sentiment égoïste? Non, je pense que même elle est intensifiée dans le partage. On peut être joyeux. Est-ce qu'on peut être joyeux tout seul? Même si on est tout seul, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme la pensée de ceux avec qui on aimerait le partager? Je ne sais pas si on peut être vraiment joyeux tout seul. C'est pas sûr. Votre avis, les uns les autres? J'essaie de réfléchir à ça. Ouais. Bah, Mais oui, dans votre animal, enfin, vous n'êtes pas tout seul, mais il y a le léopard. Ah si, j'étais bien tout seul. Ah, oui. J'étais content, j'étais au bout du truc. Non, mais je crois qu'effectivement, il y a presque la couche au-dessus, c'est-à-dire effectivement, soit le partage,
soit la vibration commune autour de cette même joie, quoi. Et ça, c'est... moi, j'appelle ça de la vibration. C'est bizarre parce que... En fait, je n'avais pas calqué ce mot-là, mais c'est vrai que c'est extrêmement intéressant d'y venir, quoi. Effectivement, vous sentez qu'il y a un moment, il se passe quelque chose, et et si c'est partagé, c'est encore plus puissant. Mais je voulais peut-être rajouter un truc, justement par rapport à cette notion d'égoïsme. Aujourd'hui, on est aussi dans une société, me semble-t-il, où on nous fait regarder à droite, on nous fait regarder à gauche, on nous sollicite de mille manières avec des panneaux publicitaires, avec des interventions en disant « regarde ça, émeus-toi de ça ». Et j'ai l'impression que la joie, c'est revenir à sa propre capacité à vibrer au monde, ou sa propre capacité à ressentir le monde. J'ai pas l'impression que la joie est un truc qui s'impose. J'aimais bien votre définition tout à l'heure, ce que disait Bergson, je ne saurais pas le redire comme il faut, mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez très essentiel, très personnel, qui nous submerge. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi. Et je crois que c'est ça qui en fait la force au final. C'est qu'on ne peut pas l'acheter. En tout cas, on ne peut pas la vendre, ce qui est un peu différent. Alors qu'on essaie de nous la vendre, ça vous dit. La publicité publicité passe. Ouais. Les réseaux sociaux passent leur vie à essayer de nous vendre des trucs. Mais alors c'est de la fausse joie. Moi j'adore ces campagnes de pub où on voit des femmes avec des salades composées, et sur toutes les pubs elles sont en train de rigoler en mangeant des salades composées. C'est fou ce que la salade procure comme joie par rapport à Et la tondeuse. La tondeuse. La joie de la tondeuse. Non mais c'est intéressant parce que là on aborde un autre point qui est que la joie fait vendre. Que la joie est un outil consumériste, donc c'est complètement vidé de sa substance. On est Oui, c'est des représentations très clichés de ce que la joie est censée produire. Enfin, je crois que personne n'est dupe de ce type de stéréotype. Et puis, on voit assez vite que, justement, si la joie est quelque chose qui est une expression d'une singularité, de quelque chose de propre, de personnel, on voit comment ça ne peut pas, justement, rentrer dans des logiques de masse et de choses ou de situations ou d'objets prédéterminés, en fait. Parce que, voilà, on nous vend des kits de joie, et alors que, précisément, c'est ce que j'aurais construit ou imaginé ou inventé moi-même, à mon sens, créera plus de joie. Mais pour autant, il peut y avoir des joies collectives. Oui, mais qui peuvent être, justement, fabriquées ensemble. Et ce sera sans doute beaucoup plus fort si on a eu l'idée de ce qui va nous mettre en joie, que si on nous propose d'aller dans cet endroit où nécessairement on pourra s'amuser. C'est très différent. Si par exemple, en finale de la Coupe du Monde de rugby, la France marque un essai à la dernière seconde, il y aura des fan zones avec des gens qui sont là pour la joie et qui vont exprimer une vraie joie très profonde et très réelle, non? Oui, alors là, je suis hors de... Vous êtes hors du domaine, j'avais pas prévu faire de rugby. Ça m'a pas tellement plus. Mais oui, bien sûr, il y a des... Est-ce que c'est... Oui, il y a des joies partagées, il y a des joies collectives, il y a aussi des joies qui naissent de victoires, de luttes politiques, sociales. Donc, dans ces cas-là, en effet, il y a quelque chose qui était essentiel pour le groupe et qui peut s'exprimer dans cette foule, dans cette manifestation. J'imagine que c'est la même chose la joie du sport. Oui, ça me donne presque envie d'écrire une histoire de la joie parce que ça raconte des choses pour le coup de celui qui exprime. Est-ce que la joie est toujours fugace? Vous avez Or, la dernière fois que vous avez été en joie, c'était quand? Là, ici, avec oui, je savais, je l'ai su. Vraiment en joie. Cette semaine, j'ai tourné et il y avait une scène qui me semblait, pas que je redoutais, mais que je trouvais un peu difficile. Et j'étais très contente de la journée de travail, donc j'étais en joie. En fin de journée, j'étais en joie. Donc c'était du coup une joie qui était née d'un effort et d'une crainte et d'un effort surmonté. D'une épreuve surmontée en tout cas. Oui, peut-être.
Donc oui, c'est éphémère. Enfin, non, parce qu'aujourd'hui, je Non, suis ça toujours reste ça. satisfaite. Bah oui, satisfaite de cette scène-là. Donc, Et en plus, elle va exister maintenant sur l'écran. Et je peut-être l'ai pas vu. Hein. et peut-être que les gens sont voyants. On a raté. Luc, là-dessus? Ben, je suis un peu embêté parce que j'étais au Stade de France. Et c'est là que j'ai réfléchi à ce mot explosion de joie. Oui, bien Parce sûr. qu'effectivement, la joie n'était tellement pas quelque chose de durable qu'elle jaillit comme ça, elle sort comme un peu la mousse du champagne, la bouteille, mais malheureusement, elle nous reste pas, quoi. Mais pour être honnête, moi, je n'ai pas l'habitude d'aller au stade, et là, j'ai réussi à trouver des places. Enfin, c'est une histoire incroyable, je vous raconterai ça tout à l'heure. Et vraiment, c'était un moment difficile, je vous raconterai ça aussi tout à l'heure. Et le fait d'aller dans le stade et de sentir cette joie collective, ça m'a fait un bien fou. Et je me suis dit, bah, tu peux peut-être devenir supporter. En tout cas, c'est une option à considérer. Mais je me suis étonné de ça, mais je crois que la part du groupe était vraiment importante. Ce côté un peu régressif, ce côté humain bien triple, là. Le fait que tout le monde se mette à vibrer ensemble, c'était quelque chose d'assez impressionnant. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on est parti de la joie, quelque chose d'assez cérébral, intime. Et en fait, on arrive à, je pense, l'une des principales expressions de joie aujourd'hui, je ne vais pas dire des gens, mais oui, des gens, c'est quand même l'explosion de joie sur un but, l'explosion de joie sur un essai. Faut pas exagérer sur un essai, attention. Non, mais. Pas le foot ici, d'accord. Non, mais ça t'interroge, ça, non? Que ça soit la principale expression de joie. Collective, en tout cas. Oh, je sais pas, ça peut être dans des concerts, ça peut être Ouais. au théâtre. Mais alors, c'est nourri par quoi, ça? C'est quoi le moteur de ça? Parce que le fait d'être C'est- ensemble, ça décuple le sentiment. Tout est beaucoup plus intense si on est plein à l'éprouver en même temps. Enfin, voilà, C'est le la terme psychologie sociale. de communion, Oui. ça le dit quand même très bien. Alors, vous êtes plus joyeuse en groupe ou toute seule? En groupe, parce qu'il y a une ferveur, et puis la joie, c'est quelque chose, ça fait souvent partie d'une découverte d'un moment surprenant ou heureux. Non, en groupe, c'est toujours partagé, c'est toujours mieux. Un coucher de soleil est plus joli à deux. Ah oui, voilà, c'est pas. J'ai pas l'image d'une explosion de joie devant la société. Ouais, le soleil! Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On va essayer d'avancer un peu avec vous. Je suis sûr que oui. N'hésitez pas. Il y a un micro qui va passer. Quelqu'un doit se lancer, un premier doit se lancer. Que la joie demeure. Allez-y, madame. Le micro va passer en bas. Je ne sais pas où est le micro. On va attendre un micro. Est-ce qu'il y a un micro quelque part? Ce serait étrange qu'un micro arrive tout seul. C'est vrai. Non, on va. Y a-t-il quelqu'un dans le monde autour de nous? Ah, voilà. Il y a un côté surréaliste, regardez les personnes avec le masque Oculus là-bas. Je trouve ça assez intéressant, métaphoriquement parlant. Peut-être qu'ils sont au pôle sud. Ouais, c'est possible. Peut-être qu'ils sont dans une joie indicible, mais... Non, mais ça, en plus, pour le coup, il y a la question de la construction moderne de nouvelles formes de joie, et la réalité virtuelle porte à ça. En tout cas, c'est le principe fondateur. Alors, le micro, où est le micro? J'ai une question très simple. Alors. On va le parcourir. Ouais. Alors, il y avait une question en bas d'abord de la dame, une autre là, on a le temps, on est tranquille, on est ensemble, tout va bien. Si, le micro arrive. Enfin, le monsieur qui porte le micro. Voilà, là, la dame là, qui est debout. Voilà, vous êtes là. Et le micro, derrière vous, Hop, voilà. Merci à vous toutes et Du coup, c'est une joie de retrouver un micro. Oui. Comme quoi, la joie peut être aussi une attente, d'un soulagement. Un soulagement, oui, plutôt. Allez-y. En voyant le film
film de Luc Jacquet, ma question ne porte pas là-dessus, mais ça m'a fait penser à ça. Si, je pensais aussi, parce que vous n'avez pas cité, mais peut-être que de Clément Rosset sur la joie, et la joie c'est un sentiment face au tragique de la vie, voilà. Et dans votre film, j'ai eu l'impression que la joie naissait, et vous le dites dans le film, de la beauté du monde. Est-ce que pour vous, la joie est toujours liée à la beauté? Belle question. Elle est liée à... Merci, je vous remercie, ça me met en joie. Non, elle est quelque chose qui est lié à une partie de mon cerveau qui n'est pas rationnelle et qui convoque des choses qui sont beaucoup plus difficiles à décrire, à tel point qu'il faut utiliser le langage de l'art, que ce soit le cinéma, que ce soit le drame, que ce soit pour arriver à les approcher, non pas les décrire. C'est un autre truc. C'est pour ça que moi je parle de vibration. Le mot n'est pas bon, hein, mais il y a un truc, vous ne savez pas pourquoi, mais il se passe quelque chose. Et ce quelque chose, déjà, vous avez besoin de l'apprivoiser à minima, et vous avez surtout besoin de le partager. Et c'est un drôle de sentiment. Et pour moi, c'est pas forcément de la joie, c'est quelque chose de tellement organique, tellement saisissant. Encore une fois, je reviens à ce trait de lumière, à ce soleil qui d'un seul coup se lève, sortant des nuages et révèle comme ça la splendeur ou la dimension d'un paysage ou d'un visage, peu importe le moment. Et je crois que quand on fait ce métier-là, on apprend à se rendre sensible à ça. C'est-à-dire qu'on devient le joueur de son propre instrument de musique. C'est un drôle de business quand même. Mais c'est sûr que moi je suis heureux quand je peux partager ça, réellement. C'est-à-dire que je peux sortir de moi-même pour dire regardez c'est beau. Et je crois que le fait de faire ça, ça fait du bien aux autres. Et à partir de là, on sert à quelque chose, et à partir de là, ça va mieux. Au fond. Je reprends juste la parole un instant sur l'action de la joie face au tragique. Ça, c'est une question philosophique intéressante. Comme c'est pas Bergson qui dit que quand on se fait, pas sur l'action du rire, bien sûr, mais aussi sur la question de la douleur, on peut être face à un drame immense, et puis si on se fait mal au doigt, il n'y a plus que ça qui compte. Est-ce que l'inverse existe? Dans une situation tragique, on peut. Je pense par exemple à des jeunes générations qui peuvent être très inquiètes par le climat, l'anxiété, etc. Est-ce qu'à l'intérieur de ça, il peut quand même y avoir des poches de joie? Est-ce que ça existe? Madame l'a très bien dit, c'est pensé par Clément Rosset, qui est un philosophe qui est contemporain. L'écorchure, c'est David Hume qui dit qu'effectivement, quand je me suis écorchée, c'est plus important pour moi que tout ce qu'il peut y avoir comme catastrophe autour de moi. Et il y a chez Clément Rosset quelque chose d'incroyable, et qui est directement repris à Spinoza, c'est-à-dire que la joie a une force vitale, là où la tristesse, son dernier ouvrage, c'est une série d'entretiens qui s'appelle La joie est plus forte que la tristesse. Et il montre bien comment la joie a la puissance de nous extraire même de la situation la plus tragique, et que peut-être la joie est vécue le plus intensément au sein du tragique. Après, il y a une vraie bonne question qui le pose aussi dans ces entretiens, c'est de savoir si on a des prédispositions différentes à la joie. Il raconte que lui se souvient toujours d'avoir été joyeux depuis sa plus tendre enfance. Peut-être que certains d'entre nous naissent avec une plus grande prédisposition à la joie, mais il connaît aussi dans son existence une dépression très forte. Donc il n'est pas là comme naïf, et en ce sens, je trouve que sa réflexion et son écriture, qui est très joyeuse, qui est ironique, et qui joue un peu avec le lecteur, c'est une bonne matérialisation d'une joie aussi qui est un peu travaillée. On ne peut pas produire artificiellement la joie, mais quand même il y a quelque chose. Je sais ce qui me rend joyeux. Et il y a un texte de Spinoza qu'on n'étudie jamais parce qu'il a l'air d'être complètement un passage annexe dans l'éthique, où il dit, et Deleuze va reprendre ça plus tard, il dit « Je sais quel type d'agencement produit en moi de la joie ». Et ça, c'est quelque chose que je dis toujours à mes élèves, mais on le sait spontanément, on sait quelle musique
nous mettra en joie, on sait dans quel type de vêtements on se sent joyeux. Et Spinoza dit ça, il dit quelle parure, quelle fleur, quelle musique, alors que c'est pas trop son genre de se soucier de la matérialité, mais clairement on peut aussi produire des petites joies et à partir de là mettre la machine à joie en route, si on peut dire les choses comme ça, parce qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre d'un élan qu'on peut un peu forcer quand même. On peut décider d'être joyeux. On peut se mettre Créer les dans conditions. un état. Ouais, Voilà. Comment vous entendez ça tous les deux? C'est passionnant pour le coup. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on peut décider d'être heureux et décider d'être joyeux et forcer en effet un peu la main le matin en mettant la bonne musique. Oui, tout à fait. Les bons vêtements, etc. Oui, parfois se conditionner, c'est comme tout à l'heure ce que je disais sur le rire technique qui devient un vrai rire. Je pense que parfois en amorçant les choses, ça nous aide à nous mettre dans l'état. Il y avait une question devant, je crois. Le micro va arriver alors. Je peux vous faire de... Non, le micro, non, il y a Nils qui l'apporte extrêmement vite. Pas âgé. Merci. Je me posais la question sur la notion de contagion de la joie. J'étais partagée parce que je pensais, je n'ai pas assez réfléchi, mais justement vous allez pouvoir aider peut-être, sur le fait que c'était personnel quand même la joie et que quelqu'un qui est joyeux autour de moi, ça peut être des fois un peu agaçant parce que ça ne communique pas. Et tout à l'heure quand vous parliez d'explosion de joie dans l'instant, je me disais finalement c'est contagieux. Et voilà, la circulation de la joie, est-ce que c'est intime ou quand même ça peut être un peu contagieux? Est-ce que c'est une maladie contagieuse, la joie? Qui veut répondre à ça? Il y a plein de formes différentes de la joie. Enfin, il ne faut pas s'inquiéter de ne trouver qu'une seule définition. Voilà, je crois que heureusement, comme tous les autres sentiments, ça peut être très intime, lié à quelque chose qu'on a enfin réussi à faire, ou au contraire très partagé. Voilà, si on a la même émotion devant ce spectacle, dans ce concert, etc. Donc, mais c'est vrai que la joie de quelqu'un peut être insupportable. oui, si vous n'avez pas votre bac et que ça hurle de joie à côté, c'est insupportable. Oui, c'est sûr. Mais il y a quelque chose quand même de... Justement, c'est pour ça que c'est une articulation entre du collectif et du singulier. Il faut qu'on soit en résonance avec le cri des supporters dans la rue parce qu'on a gagné. Ça peut nous mettre en joie ou ça peut particulièrement nous énerver. Donc il faut quand même qu'il y ait des formes de correspondance. Or, est-ce que ça vous met en joie le succès des autres comédiens? Ça, c'est une question ambitieuse. Non, mais c'est la question que vous m'avez posée. Vous voyez cette espèce de joie par extension? Ça dépend en fait. Pour qui? Oui, non, mais si je les ai trouvés superbes dans le rôle et si c'est des amis, etc., évidemment, ça me met en joie. Parfois, il peut y avoir un peu l'ego de se dire quoi. Voilà, mais oui, ça dépend. Après, ça dépend parce que ça peut appuyer sur le côté de la comparaison, de la concurrence, entre guillemets. Donc voilà, mais c'est un autre débat. Luc? Oui, réagir. Non, moi ça me désespère en fait. De quoi? De voir que puisque nous, on est des gens de quête et que par nature on n'arrive jamais à ce qu'on cherche, le fait de voir parfois d'autres qui s'approchent plus près que nous, du moins on a l'impression, peut être agaçant. Et ça me désespère. Je n'arrive pas à domestiquer ce sentiment et ça me trouble parce que ça me donne une image de moi-même que je n'aime pas vraiment. Mais j'y travaille. Vraiment. C'est honnête. Autre question? N'hésitez pas. Oui, là-bas il y a une dame qui a levé la main. Et qui va se lever maintenant. Très bien, merci. Je parle comme ça. Très bien. Bon, bonjour et merci d'être là.
Et je me suis dans le questionnement sur une certaine contradiction. J'ai 3 filles, et il y en a une qui ils sont mariés, un métier, ils ont une vie très stable, et on attend qu'ils aient un enfant. Puis un jour, elle dit, maman, je suis enceinte. Ah, la joie. Vraiment, c'est la plus grande joie de ma vie, de savoir que ma fille est enceinte. C'était attendu, prévu. Dernièrement, mon autre fille, qui a 44 ans, qui ne voulait pas d'enfant, qui n'est pas dans une situation très stable, me dit, maman, je suis enceinte, et là, j'explose de joie. Et je me suis dit, alors, première fois, c'était tellement attendu que je suis dans une joie extrême, et la deuxième fois, c'est tellement inattendu que je suis dans une joie extrême. Et je me dis, mais est-ce que c'est la même nature de joie? Est-ce que c'est une contradiction ou pas? C'est là que la philosophie est. Clairement. Alors, docteur. On revient à ce qu'on disait juste avant. Il y a plein de configurations de la joie et il ne faut pas s'inquiéter du fait qu'elle prenne des formes ou qu'elle obéisse à des logiques différentes. Donc il n'y a pas une seule logique de la joie. Bien sûr, mais ce qui est intéressant dans votre expérience, c'est, si j'écoute bien Adam, il y a autant de joie dans l'inattendu que dans l'attendu en fait. Alors qu'on aurait peut-être plutôt le sentiment que quand l'inattendu c'est encore plus puissant, en fait, non, la dame dit non, en fait, c'était aussi fort, mais avec des points de départ très différents, si j'ai bien résumé votre point de vue. Donc effectivement, ça dit peut-être aussi le côté indéfinissable de cette fameuse joie. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Sinon, on va s'arrêter là. On a... Ah, si, monsieur. Moi, j'ai une petite vision qui, en fait, entre une joie que je dirais un peu passive et une joie active, en fait. C'est-à-dire que je me rappelle quand j'ai assisté à la finale de la Coupe du Monde de la France en 1998, le troisième but de Zidane, j'étais en joie, bien sûr. Mais c'est une joie passive parce que il n'y a rien fait pour ça. Mais en fait, je suis quand même joyeux. Et par contre, la question qui me paraît importante, c'est d'aller la chercher, la joie, en fait. Et en fait, il me semble, c'est quand on agit, si ça marche, on est joyeux. Si ça merde, on est triste, on a pris un risque. En fait, c'est de valoriser cette joie qu'on va chercher, en fait, par tout ce qu'on fait. Enfin, ça peut être des actions complexes, ça peut être aussi de dire, je sors de chez moi et je vois un super lever de soleil. Voilà. Donc moi, je serais plus pour... peut-être cette joie est plus individualiste, mais elle est basée sur je me mets en action et j'ai plus de chances d'avoir de la joie. Voilà ce que je voulais partager. Je ne sais pas si ça a un sens par rapport On revient sur ce que vous disiez au début. Enfin, ce que vous disiez de l'action au début, sur l'action qui produit la joie. Exactement. Oui, je crois que le fait d'être actif, comme M. Lefebvre fait la distinction, c'est très juste. Je pense que ça intensifie quand même ce sentiment de joie d'avoir participé au début du mouvement ou d'avoir maintenu tout l'effort qu'il faut pour revenir à cet état. Je crois que ça l'intensifie. Mais juste pour revenir sur le foot, alors Zidane n'a pas mis le troisième but. C'était Manuel Petit, mais peu importe. Mais je taquine. En revanche, ce qui est intéressant, et ce que raconte la psychologie sociale sur les supporters de sport, il y a un livre très bien de Christian Bromberger, qui est sociologue du sport, qui a écrit un bouquin sur les supporters de football, et qui a analysé Marseille, quelques villes. Et il raconte que, et peut-être que du coup, c'est pas si différent de ça, les deux joies que vous définissez. Il raconte que les supporters ont l'impression aussi d'avoir été acteurs du but, parce qu'ils ont supporté avant. Ils ont l'impression d'être acteurs de ça, et bien souvent les joueurs disent c'est grâce au public, il y a une espèce d'aller-retour permanent. Alors quand on regarde sa télé, peut-être un peu moins, mais dans le stade, Luc, c'est grâce à toi que l'équipe de France a battu les All Blacks. Tu le savais, et ça t'a mis en joie. Non mais quelque part, on
On a peut-être toujours besoin de ce truc-là, C'est peut-être pas, d'avoir le sentiment d'avoir une prise sur quelque chose. c'est peut-être pas grâce aux supporters, mais le fait qu'ils aient été au match, qu'ils ont acheté Ouais. un billet, ils se sont mis dans une situation Absolument. avec un risque que la France soit battue 3-0. Oui. Il y a aussi un risque de tristesse. Oui, absolument. Oui, on ne mesure pas en fait le risque que prend un supporter. Christian Clermont est très loin de tout ça. Je découvre un monde passionnant. On aura pas des points ensemble. Monsieur. Ah, alors le micro est parti. Non, il va revenir. En attendant le micro, je vous livre le secret. Je suis à côté du Parc des Princes tous les jours de la semaine. Puisque mon lycée est le lycée qui est face au Parc des Princes. Ah, c'est... Je vis dans l'atmosphère, je vais Donc, parfois il est au fermé. bistrot le du lycée. stade. Ah oui. Donc, en réalité, c'est plus proche qu'on pourrait le croire. Mais ça ne donne pas beaucoup de joie, j'ai l'impression. Ça se sent. Monsieur. Moi, je voulais évoquer une sorte de paradoxe, c'est dans les centres de réadaptation, enfin dans les hôpitaux, quand on est handicapé, on éprouve de la joie, mais elle n'est pas communicative. C'est-à-dire que les valides, enfin les gens qui sont en bonne santé, voient, quand on nous voit joyeux et puis exulter de joie, ou même exploser comme une liesse, quoi. En fait, ça se partage pas. Donc, pourquoi? Je pense qu'il faut se mettre dans la peau de l'autre pour voir que ce qui est banal pour l'un peut être une joie pour l'autre. Donc il y a quelque chose d'une difficulté à éprouver physiquement quelque chose qui est une condition qu'on ne connaît pas. Vous ne m'avez pas demandé, moi, quelle était ma source de joie cette semaine. Quelle est Ce qui a votre l'air source de joie supposé qu'un philosophe, finalement, n'est pas très joyeux. Mais en l'occurrence, ça rejoint un peu ce que moi je dit, c'était le fait de pouvoir courir, ce que je n'avais pas pu faire depuis très longtemps. Donc parfois, c'est juste une possibilité qui a l'air complètement banale aux yeux des autres, mais qui va produire un sentiment de joie extrêmement intense. D'accord. Est-ce que c'était partagé du coup? Ah non, je cours toute seule. Et les gens qui vous regardaient, ils ne disaient pas quel bonheur de l'avoir couru. Non, c'était juste pour attraper un bus, il y avait rien d'exceptionnel. Je crois que c'est un marathon. Une fois de plus, le sport intense est assez éloigné de moi. Monsieur, je reviens au thème, à ce que vous disiez. À quel type de joie vous pensiez qui n'était... Quand on est ensemble, dans les mêmes conditions physiques, avec des douleurs, avec des problématiques de santé qui sont importantes, on arrive à générer de la joie entre nous, mais elle n'est pas communicative, elle n'est pas partageable. Les gens qui sont autour se questionnent même sur notre... Votre capacité même à être joyeux. Oui, même dans des situations difficiles. Ouais. C'est vraiment intéressant pour le coup. La question de l'empathie et de la joie, oui. Peut-être ça vous fait réagir les uns les autres, non? Luc? Ou Non, moi, peut-être pour se décaler un tout petit peu par rapport à ce qui vient d'être dit, mais je crois qu'il y a une vertu curative à la joie. Enfin, on a besoin de cette joie-là. Je ne sais pas qui évoquait. tu dis avec un ton en plus. Moi, c'est le cache la joie, en fait. Elle est cachée. Je m'amusais à essayer de trouver tous les jeux de mots avec joie. Il y en a un paquet. Mais bon, bref. Non, je crois que c'est toi qui as évoqué tout à l'heure l'éco-anxiété, des choses comme ça. Je crois que ramener un peu de joie là-dedans, en dépit du fait de la pression, en dépit du fait du handicap, de la douleur, etc. Moi, je pense qu'il y a une solution à chercher de ce côté-là. Donc, à cultiver avec soin et peut-être qu'on n'a pas tant d'options que ça. Cultivons la joie. C'est un bon mot de la fin, ça? Ouais, c'est pas mal. À moins qu'il y ait encore une question, parce que le public a toujours le mot de la fin. Quel démagogue je fais. Oui, madame. Ça sera le mot de la fin. Le micro arrive. Le micro arrive, regardez. Non, mais là, on va très bien vous entendre. Mais là, avec le micro, c'est parfait. Mettez le lien là. C'est tous écouté, bien sûr. Et je me suis toujours demandé si la joie n'était pas une disposition intime, personnelle, peut-être liée à une histoire aussi. Bien sûr. Face à des personnes qui sont toujours dans la tristesse, ça me frappe beaucoup. Il y a des personnes qui sont dans la plainte,
alors que même dans les moments difficiles, on peut trouver cette joie qui est une dimension très intime, très personnelle, même si on arrive quelquefois à la partager. Donc je pense que c'est un chemin à suivre, à vivre, et qui nous donne effectivement une force extraordinaire face aux événements de la vie, face aux difficultés, comme disait monsieur. Et c'est pas toujours compris effectivement de l'extérieur, parce qu'on se dit, mais comment est-ce possible que dans des difficultés, on n'éprouve pas encore de la joie? Donc, je la cultive, je l'aime, je continue à continuer et j'ai du plaisir à vous entendre. C'est un peu ce que Claire disait sur les prédispositions qu'on peut avoir ou pas à la joie. Il y a des gens qui sont joyeux tout le temps. Ouais, c'est énervant. On voudrait être ces gens-là. On voudrait tellement être ces gens-là. Et oui, c'est un pli, je crois, naturel d'être plus ou moins joyeux, qui s'explique sans doute biologiquement aussi de manière très, très complexe. Mais malgré tout, il y a presque, précisément dans ces temps qui sont très angoissants, presque un devoir d'être joyeux, ou en tout cas de l'être le plus possible, selon ses capacités. Au moins pour les autres. Enfin, en tout cas, quand on est enseignant et qu'on a justement des générations inquiètes devant soi. Vous les voyez, vous, inquiets? Ah, très clairement. Très clairement. Depuis le Covid, c'est très net cette question-là de la question du climat, pour te lâcher rapidement. Elle est devenue présente dans tous les écrits, dans les discussions. Alors, moi, j'ai un public particulier, mais malgré tout, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans la conscience de cette urgence. Voilà qui est très joyeux. Je vous remercie tous d'avoir participé à cette table ronde. Les auteurs de livres, ici les signaux à côté, sur le stand de la librairie Beau, qui est partenaire du festival. Le film de Luc Jacquet sort le 20 décembre prochain dans toutes les bonnes salles et même les mauvaises. Surtout les bonnes. Et si vous voulez avoir un avant-goût, on a ouvert avant-hier au musée des Confluences à Lyon. C'est pas si loin. Une expo qui s'appelle Terra Incognita, où on vous propose tout simplement de faire le voyage vous-même, en se posant la question avec tous les grands auteurs qui ont écrit sur l'attraction au pôle, que ce soit Shackleton, Sepulveda, Magellan et d'autres. Voilà, on vous invite à une balade très belle au musée des Confluences, et c'est jusqu'au mois de mars. On a le temps. Vous avez le temps. En général, quand on a le temps, on n'y va pas, parce qu'on se dit on a le temps, on est bien passé. Or, un film bientôt peut-être? Non, là je suis en tournage, donc c'est le temps que ça se monte, etc. Ce sera un film joyeux? Ce ne sera pas tout de suite. Là je tourne un film qui s'appelle Coco Colin de Jennifer de Voltaire, qui avait sorti Sage-Homme l'année dernière avec Caravia. Et c'est un film joyeux. Une comédie? Oui, avec un peu de petits moments émouvants, mais c'est une comédie. Très bien, on verra ça dans un an. Oui, je pense. 9 mois, comme un bébé. Merci à tous, merci d'avoir participé, et puis donc les auteurs sont là.